demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui, répondit Percy, son ton rempli de détermination. Je lui dois bien ça, et plus encore. Pour la première fois depuis des années, Percy sentit un but au-delà de sa richesse et des murs de méfiance qu'il avait construits autour de lui. Il avait passé trop de temps à se protéger, à exclure les gens, et cela lui avait coûté cher. Maintenant, il était prêt à abattre ces murs, pièce par pièce, si cela signifiait qu'il pouvait réparer ce qui était brisé. Nous irons la voir ensemble, dit-il fermement. Et quoi qu'il lui faille, je m'en occuperai. Vous n'avez plus à vous soucier des coups. Les yeux de Geneviève s'emplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Elle avait passé des années à se battre pour que sa mère soit à l'aise, pour lui apporter ne serait-ce qu'une petite mesure de soulagement, et maintenant, de manière inattendue, l'aide dont elle avait si désespérément besoin se tenait juste devant elle. Alors qu'il quittait le bureau, Percy sentit une étrange sensation de paix s'installer en lui. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais pour la première fois depuis des années, il était prêt à prendre le risque. Le trajet jusqu'à l'appartement modeste de Benita fut long et silencieux. Percy était assis sur la banquette arrière à côté de Geneviève, son esprit un tourbillon d'émotions. À côté de lui, Geneviève regardait par la fenêtre, serrant un petit bouquet de fleurs qu'elle avait acheté en chemin. Il remarqua que ses doigts tremblaient légèrement, comme si elle se préparait à quelque chose de monumental, et il réalisa qu'il en était de même pour lui. Quand ils arrivèrent enfin, Percy hésita avant de sortir. Le quartier était calme, avec des rues étroites et des bâtiments usés, un contraste frappant avec l'opulence à laquelle il était habitué. Il sentit une pointe de culpabilité en observant les environs. C'était ici que Benita avait élevé Geneviève, où elles avaient lutté pendant des années alors qu'il vivait dans le luxe, ignorant la vie qu'il avait manquée. Geneviève le conduisit à la porte de l'appartement, se retournant une fois pour s'assurer qu'il la suivait toujours. Elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte, et Percy put voir l'inquiétude gravée sur ses traits. Un instant, il tendit la main, presque pour poser une main réconfortante sur son épaule, puis s'arrêta. Il ne sentait pas qu'il en avait le droit, pas encore. À l'intérieur, l'appartement était petit mais bien entretenu, rempli de touches qui témoignaient de la présence de Benita, un vase de fleurs fraîches sur la table, des livres soigneusement empilés sur l'étagère, et un édredon drapé sur le canapé. La faible odeur de lavande flottait dans l'air, et Percy eut l'impression de remonter le temps. « Maman » appela doucement Geneviève, sa voix vacillant. De la petite chambre au bout du couloir, la voix fragile répondit « Geneviève. C'est toi. » Percy regarda le visage de Geneviève s'adoucir. Elle lui fit signe de rester en retrait un moment, se glissant dans la chambre. Percy pouvait entendre le doux murmure de leur voix, bien qu'il ne puisse distinguer les mots. Il se sentit comme un intrus, empiétant sur quelque chose de privé. Son cœur battait la chamade tandis qu'il attendait, serrant le bouquet qu'il avait apporté, ses paumes devenant moites. Finalement, Geneviève réapparut, les yeux rouges mais l'expression calme. Elle lui fit un signe de tête, lui donnant la permission d'entrer. Percy déglutit difficilement et entra dans la pièce, ressentant une vague de nervosité inattendue en apercevant Benita. Elle était allongée, soutenue par des oreillers, ses cheveux autrefois vibrants maintenant striés d'argent, sa silhouette visiblement plus mince qu'il ne s'en souvenait. Mais ses yeux, ces mêmes yeux bruns et chaleureux dont il était tombé amoureux, rencontrèrent les siens, et un instant, il resta sans voix. « Percy » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il fit un pas en avant, incapable de cacher les émotions sur son visage. « Benita » répondit-il, sa voix rauque après des années de mots non dits. « Ça fait trop longtemps. » Le regard de Benita s'adoucit, et elle offrit un faible sourire. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. » Le poids de ses paroles s'abattit sur lui, et il sentit une profonde pointe de regret. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer son absence, mais rien ne semblait suffisant. « Je ne savais pas » dit-il finalement, la voix épaisse d'émotion. « Je ne savais pas pour Geneviève, pour tout. » Le sourire de Benita s'estompa légèrement, et elle détourna le regard, ses yeux tombant sur l'édredon qui la couvrait. « Je pensais que tu étais passé à autre chose, que tu m'avais oublié. On m'a dit que c'était pour le mieux, que je ne m'intégrerais pas dans ton monde. » Percy serra les poings, la colère bouillonnant sous la surface. Ses parents l'avaient en effet convaincu de la laisser partir, de se concentrer sur la construction de sa fortune plutôt que sur une vie qu'il jugeait inférieure à lui. Il les avait laissés contrôler ses choix,
laisser leurs attentes façonner son avenir. Mais en regardant Benita maintenant, il réalisa à quel point cette décision lui avait coûté. « Je ne t'ai jamais oublié, dit-il doucement. Pas un seul jour. » Les yeux de Benita s'emplirent de larmes, et elle fit un petit signe de tête doux amer. « J'ai essayé de te contacter une fois, mais à ce moment-là, il était trop tard. J'avais Geneviève, et je ne voulais pas perturber ta vie. » Geneviève, debout près de la porte, les regardait avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait grandi en entendant les histoires de l'amour perdu de sa mère, n'imaginant jamais qu'elle assisterait un jour à cette réunion. Et pourtant, en les voyant ensemble, elle ressentit un étrange sentiment de paix, comme si un morceau de sa propre identité se mettait enfin en place. Percy s'approcha du lit, posant les fleurs qu'il avait apportées sur la table à côté d'elle. « Benita, laisse-moi aider, dit-il, la voix tremblante. Quoi que tu aies besoin, des traitements médicaux, un meilleur endroit pour vivre, je m'en occuperai. J'aurais dû être là pour toi, et je veux arranger les choses, même s'il est tard. » Benita regarda Percy, son expression s'adoucissant. « Tu ne me dois rien, Percy. J'ai fait la paix avec le passé il y a longtemps. Ma seule inquiétude a été pour Geneviève. Elle a porté le poids de tout ça. » Le regard de Percy se tourna vers Geneviève, et il sentit une vague de culpabilité. Elle avait passé sa vie à s'occuper de sa mère, à porter des fardeaux qui n'auraient pas dû être les siens. Il aurait aimé pouvoir revenir en arrière et réécrire le passé, mais il savait que tout ce qu'il avait, c'était le présent. « Je sais qu'il est tard, dit-il, la voix pleine de regret, mais je veux vous aider toutes les deux. Vous avez assez souffert seul. » Benita sourit faiblement, tendant une main fragile. Percy la prit doucement, sentant la chaleur délicate de ses doigts. « Alors peut-être, murmura-t-elle, que nous pouvons recommencer. Un nouveau départ, pour le bien de Geneviève. » Pour la première fois depuis des décennies, Percy sentit une lueur d'espoir. Il avait perdu tant de temps, mais peut-être y avait-il encore une chance de sauver ce qui restait et d'être l'homme en qui Benita avait autrefois cru. Il regarda Geneviève, qui hocha la tête avec une expression prudente mais ouverte. Après un moment, Benita se fatigua, et Percy et Geneviève sortirent de la pièce, la laissant se reposer. Le silence entre eux était confortable, une compréhension mutuelle se formant dans le calme. « Merci, » dit doucement Geneviève alors qu'il s'asseyait dans le petit salon. « Merci d'être venu ici, pour tout. » Percy secoua la tête. « C'est la moindre des choses. Tu n'aurais pas dû porter tout ça toute seule. » Geneviève le regarda, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et autre chose, peut-être une pointe de pardon. Elle parlait toujours de vous avec tant d'amour. Même après toutes ces années, elle ne vous a jamais blâmé. Je pense qu'elle savait au fond de son cœur que vous teniez à elle. Percy sentit sa gorge se serrer. Je tenais à elle plus que je ne peux le dire avec des mots. Et maintenant, je veux arranger les choses pour elle, et pour vous. Geneviève lui fit un petit sourire, et pour la première fois, il vit une lueur de confiance dans ses yeux. Ils savaient tous les deux que cela prendrait du temps, qu'il y avait des années de distance à combler. Mais alors qu'ils étaient assis ensemble, liés par leur amour commun pour Benita, ils sentirent le début de quelque chose de nouveau, une famille tissée par les fils du pardon et de l'espoir. Les jours qui suivirent leur visite à Benita furent un tourbillon pour Percy. Il prit des mesures immédiates pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux, la transférant dans un établissement privé où les médecins pourraient s'occuper d'elle 24 heures sur 24. Le poids de sa décision pesait lourdement sur lui, un étrange mélange de soulagement d'avoir enfin fait ce qu'il fallait et de regret pour le temps qu'il avait mis. Geneviève, bien que reconnaissante, gardait ses distances, le regardant avec prudence, comme si elle attendait de voir si ses intentions étaient sincères. Un matin, Percy se retrouva assis en face d'elle dans la petite salle d'attente de l'hôpital pendant que Benita subissait un traitement. Ils tombèrent dans un silence mal à l'aise, chacun absorbé par ses propres pensées. Finalement, Percy prit la parole, sa voix basse. « Geneviève. Commença-t-il, je sais que je n'ai pas encore gagné votre confiance, mais je veux que vous sachiez que je suis là pour aider de toutes les manières possibles, non seulement pour le bien de Benita, mais aussi pour le vôtre. » Geneviève leva les yeux, son regard méfiant. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une pointe d'accusation. « Pourquoi après toutes ces années ?» Percy prit une profonde inspiration, sachant qu'elle méritait la vérité. « Parce que je ne savais pas, » admit-il, sa voix épaisse de regret.
Quand Benita est partie, je pensais qu'elle était partie pour de bon. Ma famille m'a dit que c'était pour le mieux. Ils ont dit qu'elle était plus heureuse sans moi. L'expression de Geneviève s'adoucit légèrement, mais une pointe d'amertume restait dans ses yeux. Elle n'a jamais cessé de tenir à vous. Même quand les choses devenaient difficiles, elle parlait toujours de vous comme si vous faisiez encore partie de sa vie. Percy déglutit difficilement, la culpabilité pesant sur lui comme un lourd fardeau. J'aurais aimé savoir. J'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être là pour vous deux. Mais mes parents, ils m'ont tenu dans l'ignorance. Ils ne pensaient pas qu'elle me convenait. Convenait, ricana Geneviève en secouant la tête. Elle a tout sacrifié pour moi. Elle a travaillé sans relâche, acceptant n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver, juste pour s'assurer que j'avais un toit sur la tête. Elle ne se souciait pas du statut ou de l'argent. Tout ce qu'elle voulait, c'était une famille. Percy sentit son visage rougir de honte. Entendre Geneviève parler des sacrifices de Benita rendait sa propre vie de confort et de privilèges creuse. Il avait été si concentré sur sa carrière, sur la construction de sa richesse, qu'il ne s'était pas arrêté pour penser à ce qu'il avait perdu dans le processus. Et maintenant, il réalisait que ce n'était pas seulement Benita qu'il avait perdu, c'était aussi Geneviève. « Geneviève, je ne peux pas changer le passé, dit-il doucement, sa voix sincère. Mais je peux vous promettre que je serai là pour vous deux à partir de maintenant. Je veux faire partie de vos vies, si vous me le permettez. » Geneviève l'étudia, son regard intense comme si elle cherchait un signe qu'il disait la vérité. Après une longue pause, elle hocha lentement la tête. Pour elle, répondit-elle, sa voix stable, je vous donnerai une chance. Mais sachez que je fais ça pour elle, pas pour vous. Percy hocha la tête, comprenant. Il savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à son pardon du jour au lendemain. Il devrait faire ses preuves, montrer qu'il était engagé à être là pour elle, quoi qu'il arrive. Et bien que cela lui fasse mal de voir la méfiance dans ses yeux, il l'accepta comme faisant partie du prix à payer. Les jours qui suivirent furent une série de petits pas vers une trêve fragile. Percy rendait visite à Benita quotidiennement, s'asseyant à son chevet et écoutant pendant qu'elle racontait des histoires de l'enfance de Geneviève. Elle parlait avec fierté de la détermination de Geneviève, de sa force et de sa résilience, des qualités que Percy reconnaissait maintenant comme le reflet de l'influence de sa mère. Un soir, alors qu'il quittait la chambre de Benita, il trouva Geneviève qui l'attendait dehors. Elle semblait plus à l'aise, comme si le poids des dernières semaines avait commencé à se lever, ne serait-ce que légèrement. Il lui fit signe de le rejoindre, et ensemble ils marchèrent dans les couloirs de l'hôpital, leurs pas résonnant dans les halls silencieux. Vous a-t-elle raconté la fois où j'ai essayé de faire un jardin dans notre minuscule appartement, demanda Geneviève, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Percy gloussa en secouant la tête. Non, elle a omis celle-là. Le sourire de Geneviève s'agrandit. J'avais peut-être 8 ans, et j'étais convaincu que je pouvais faire pousser des tomates sur le rebord de la fenêtre. J'ai économisé chaque centime que je pouvais trouver pour acheter des graines, et elle m'a aidé à les planter dans de petits pots. J'étais si fier, jusqu'à ce que je réalise que j'avais oublié de les arroser pendant une semaine. Ils rirent tous les deux, le moment partagé brisant un peu plus la barrière entre eux. Percy se mit à apprécier ces aperçus de la vie de Geneviève, les moments qu'il avait manqués, les souvenirs dont il aurait fait partie si les choses avaient été différentes. Alors qu'ils atteignaient l'entrée de l'hôpital, Geneviève s'arrêta, son regard pensif. « Elle est plus heureuse ici, vous savez, dit-elle doucement. Même si elle ne le dit pas, je le vois dans ses yeux. » Percy sentit sa poitrine se serrer d'un mélange de soulagement et de tristesse. « Je suis juste content de pouvoir être ici maintenant, » répondit-il. « J'aurais seulement souhaité ne pas avoir laissé autant de temps s'écouler. » Geneviève hocha la tête, son expression solennelle. « Le temps ne peut être défait, mais peut-être qu'il n'a pas à être perdu pour toujours. » Percy la regarda, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il tendit la main, hésitant avant de poser doucement une main sur son épaule. « Merci, Geneviève, de m'avoir donné cette chance. Je ne vous décevrai pas. » Ils restèrent en silence un moment, une compréhension tranquille s'installant entre eux. Percy savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais il sentait un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il commençait à réaliser que s'il ne pouvait pas changer le passé, il avait le pouvoir de façonner l'avenir, pour Benita, pour Geneviève, et pour lui-même. Le lendemain, pendant que Benita se reposait,
Geneviève triait certaines des affaires de sa mère, les organisant dans l'espoir d'apporter quelques conforts familiers à sa nouvelle chambre d'hôpital. En passant au crible les vieux objets usés, elle tomba sur une petite enveloppe bien usée, nichée au fond d'un tiroir. Sa curiosité piquée, elle la sortit et remarqua l'écriture de Benita sur le devant. L'enveloppe était scellée, mais elle sentit une envie inexplicable de l'ouvrir. Soigneusement, elle la décacheta, son cœur battant la chamade alors qu'elle dépliait la lettre à l'intérieur. Les mots étaient estompés mais toujours lisibles, et en lisant, son souffle se coupa. La lettre était adressée à Percy. Benita l'avait écrite des années auparavant, y déversant son cœur. Elle expliquait sa grossesse et les raisons pour lesquelles elle ne l'avait pas contacté. Elle confessait son amour et son espoir qu'il lui pardonnerait un jour, exprimant son désir qu'il connaisse son enfant. Geneviève se renversa, son esprit s'emballant alors qu'elle pliait soigneusement la lettre. Sa mère, Benita, avait porté cette lettre avec elle pendant des années, mais ne l'avait jamais envoyée. Benita avait choisi de garder son amour et sa douleur pour elle, élevant Geneviève seule malgré tous les défis. Geneviève pouvait sentir le poids du sacrifice de sa mère, sa force et sa résilience dans chaque mot. Une nouvelle détermination l'envahit alors qu'elle repliait la lettre. Elle savait que Percy méritait de la voir aussi. Ce soir-là, Geneviève s'approcha de Percy, la lettre serrée dans sa main. Il leva les yeux, surpris, alors qu'elle la lui tendait avec une expression solennelle. « C'est pour vous, dit-elle doucement, sa voix stable. C'est de ma mère. Elle l'a écrite il y a des années, mais ne l'a jamais envoyée. Je pense que vous devez la voir. » Percy prit la lettre, ses mains tremblant légèrement alors qu'il la dépliait. Ses yeux parcoururent lentement les mots, et en lisant, son expression passa de la surprise à la tristesse. Le poids des mots de Benita, ses confessions, ses regrets et son amour, le frappa comme un raz-de-marée. Il pouvait sentir les années de douleur et de sacrifice qu'elle avait endurées sans rien attendre en retour. Quand il eut fini, il leva les yeux vers Geneviève, ses yeux débordant d'émotion. « Merci, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Merci de m'avoir donné ça, de m'avoir fait confiance avec ça. » Geneviève hocha la tête, un faible sourire traversant ses lèvres. « Il est temps pour vous de connaître son histoire, et peut-être de faire partie de la nôtre. » Percy serra la lettre contre sa poitrine, ressentant un sentiment de paix et de gratitude qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il savait maintenant qu'on lui avait donné une seconde chance, et il jura de ne pas la gâcher. Le lendemain matin, Percy arriva tôt à l'hôpital, la lettre de Benita reposant toujours dans la poche intérieure de sa veste. Il l'avait lue et relue la veille au soir, chaque mot remuant des émotions qu'il pensait enfouies depuis longtemps. La lettre était plus qu'un morceau du passé de Benita. C'était un rappel de ce qu'il avait perdu et un témoignage de l'amour qu'elle avait porté seule pendant tant d'années. Quand il entra dans la chambre d'hôpital, Geneviève était déjà là. Elle lui fit un petit signe de tête en entrant, une compréhension tacite passant entre eux. Percy s'approcha du chevet de Benita, regardant ses yeux s'ouvrir en papillonnant, son regard se concentrant lentement sur lui. Un faible sourire se répandit sur son visage, l'illuminant d'une chaleur qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Percy » murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais remplie d'une joie tranquille. Il prit doucement sa main, sentant sa fragilité mais aussi sa chaleur. « Benita » dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis là. Et je ne vais nulle part cette fois. » Une larme glissa sur sa joue alors qu'elle serrait sa main de toutes ses forces. « Je n'aurais jamais pensé te revoir, pas comme ça. » Percy déglutit, incapable de contenir la vague de regret et de chagrin qui l'envahit. « Je suis désolé, Benita, pour tout. Je n'avais aucune idée de ce que tu as traversé, de ce que tu as sacrifié. J'étais aveugle, et j'ai laissé les autres prendre des décisions pour moi alors que j'aurais. » Bonjour les amis, bienvenue sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Geneviève prit une profonde inspiration alors qu'elle se tenait aux portes du grand domaine. Le manoir devant elle était comme une forteresse, s'étendant sur des hectares avec des pelouses si soigneusement entretenues qu'elles semblaient s'étirer jusqu'à l'horizon. Le bâtiment se dressait, haut et intimidant, tout en arête vive et en pierre froide et sombre, en contraste frappant avec son appartement exigu et modeste où elle vivait avec sa mère malade. Ce travail était sa bouée de sauvetage,
une chance de gagner enfin assez pour payer les factures médicales croissantes de sa mère. Le perdre n'était pas une option. Alors qu'elle s'approchait de l'immense porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit d'un clic silencieux et une femme plus âgée au regard perçant sortit. « Vous devez être Geneviève, dit-elle, sa voix sèche et professionnelle. Je suis Madame Suzanne, la gouvernante de Monsieur Percy. On attend de vous que vous commenciez tout de suite, alors je vais vous montrer vos tâches. » Geneviève hocha la tête, serrant fermement la lanière de son sac à main usé. Elle avait entendu des histoires sur Monsieur Percy, un milliardaire connu autant pour son incroyable richesse que pour son attitude froide. On disait qu'il était impitoyable en affaires, un homme qui avait gagné chaque centime en gardant les gens à distance. La confiance, semblait-il, était un luxe qu'il n'offrait pas facilement. Alors que Madame Suzanne la guidait à travers les couloirs sinueux, les yeux de Geneviève s'écarquillèrent devant l'opulence pure qui l'entourait. Les sols en marbre brillaient sous ses pieds, les lustres scintillaient comme s'ils étaient en cristal pur et les murs étaient tapissés de peintures qui semblaient appartenir à un musée. C'était un monde différent de tout ce qu'elle avait jamais vu, pourtant il semblait froid, intact de toute chaleur de vie. Madame Suzanne expliqua les tâches de Geneviève d'un ton régulier et pragmatique. Vous serez responsable du nettoyage des pièces principales. Cependant, restez hors du bureau privé de M. Percy, sauf instruction contraire. Et souvenez-vous, ajouta-t-elle avec un regard sévère, ne touchez à rien dont vous n'avez pas besoin. Monsieur Percy attache de l'importance à sa vie privée. Geneviève déglutit difficilement et hocha la tête. Elle sentait le poids des règles peser sur elle, lui rappelant de marcher sur des œufs. Le silence dans le manoir était si épais que chaque pas résonnait dans les couloirs, amplifiant le sentiment d'isolement qui flottait dans l'air. Les heures passèrent tandis qu'elle époussetait, aspirait et frottait, essayant d'ignorer la pointe de nervosité qui bouillonnait en elle. Finalement, elle prit une courte pause dans un coin tranquille de la cuisine, s'accordant un moment pour se détendre. Ses pensées dérivèrent vers sa mère, qui luttait avec des dépenses médicales qu'elle ne pouvait plus gérer. Geneviève avait jonglé avec d'innombrables emplois pour s'en sortir, mais aucun n'avait payé assez pour vraiment alléger le fardeau. Ce travail au manoir de Monsieur Percy, avec son salaire généreux, semblait être un petit miracle. Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir, dans son bureau faiblement éclairé, Percy était assis devant une série d'écrans, regardant les images de sécurité. Il ne faisait pas confiance facilement. Des années de trahison et de perte l'avaient rendu sceptique envers tout le monde. Geneviève était sa nouvelle recrue, et bien que Madame Suzanne se soit portée garante d'elle, Percy ne faisait entièrement confiance à personne. Il croyait que tout le monde avait des motivations cachées, des secrets tapis sous la surface. Alors qu'il regardait Geneviève sur l'écran, ses yeux se plissèrent. Elle se déplaçait dans la maison avec un soin extrême, semblant hyper consciente de chacun de ses pas. Cela ne fit qu'approfondir sa suspicion. Il se demanda si elle était simplement prudente, ou s'il y avait quelque chose de plus derrière ses mouvements mesurés. Percy avait rencontré d'innombrables personnes qui feraient n'importe quoi pour gagner sa confiance, pour ensuite le trahir quand elles pensaient avoir un avantage. Au fil de l'après-midi, il garda un œil attentif sur les écrans de sécurité, observant chaque mouvement de Geneviève et chaque légère hésitation alors qu'elle entrait dans chaque pièce. Il remarqua comment, à un moment donné, elle s'arrêta devant le petit bureau adjacent au sien, jetant un coup d'œil à la porte fermée. Cela attisa la suspicion de Percy. À quoi pensait-elle? Se demanda-t-il. Était-elle curieuse de son espace privé, ou calculait-elle déjà son prochain coup? Madame Suzanne, la fidèle gouvernante, vint le voir brièvement plus tard dans la soirée. C'est une travailleuse acharnée, Monsieur Percy. Silencieuse, respectueuse, et elle ne s'est pas écartée de ses tâches. Je pense que vous la trouverez fiable, dit-elle d'un ton rassurant. Percy leva à peine les yeux de ses papiers. On verra, répondit-il d'un ton plat. J'ai rencontré beaucoup de gens fiables qui ne se sont pas révélés tels. Gardez un œil sur elle. Madame Suzanne soupira doucement, hochant la tête en quittant la pièce. Elle était habituée à sa méfiance, des années de travail pour Percy lui avaient montré à quel point ses soupçons étaient profonds. Pourtant, même elle sentait quelque chose de différent chez Geneviève. Peut-être était-ce la détermination tranquille dans ses yeux ou la façon dont elle se tenait, comme si elle portait un poids invisible. Quoi que ce fût, Madame Suzanne ne pouvait l'ignorer. Plus tard dans la soirée, après que la plupart du personnel fut parti, Geneviève s'attarda dans le hall principal, rangeant les derniers détails.
Elle était épuisée, mais la journée avait été gérable. Alors qu'elle se tournait pour rassembler ses affaires, elle remarqua quelque chose d'étrange, la porte du bureau de Percy était légèrement entr'ouverte. Elle hésita, sentant une pointe de curiosité. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais quelque chose dans cette pièce semblait l'appeler. La plus légère trace de curiosité titillait son esprit, la tentant d'entrer. Elle pouvait presque sentir les secrets cachés dans les élégants panneaux de bois et les étagères remplies de livres coûteux. Mais elle secoua la tête, se forçant à se détourner. Elle prit son sac et sortit silencieusement du hall, se rappelant qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser sa curiosité prendre le dessus, pas ici, pas sous l'œil vigilant de quelqu'un comme Percy. De retour dans son bureau, Percy jeta un nouveau coup d'œil au flux de surveillance, son regard s'aiguisant alors qu'il notait le bref moment d'hésitation sur le visage de Geneviève avant qu'elle ne se détourne. Elle avait résisté à la tentation cette fois, mais sa suspicion demeurait. Se penchant en arrière dans son fauteuil, il commença à élaborer un nouveau plan. Si elle était aussi honnête qu'elle le paraissait, elle n'aurait aucune raison de craindre son test. Il décida que le lendemain matin, il laisserait la porte de son bureau non verrouillée, juste légèrement ouverte, et verrait si sa loyauté tiendrait face à la tentation. Le lendemain matin, Percy arriva tôt au manoir, déterminé à mettre son plan à exécution. Il croyait que les gens n'étaient honnêtes que dans la mesure où les situations le leur permettaient, une leçon qu'il avait apprise à travers de dures expériences. Après avoir vérifié que les caméras de surveillance étaient parfaitement positionnées pour capturer chaque angle de son bureau, il déverrouilla un coffre-fort et le laissa légèrement ouvert, juste assez pour tenter quiconque pourrait tomber dessus. En sortant du bureau, il rencontra Madame Suzanne, qui était occupée à ses tâches matinales. « Assurez-vous que Geneviève connaît ses missions pour aujourd'hui, dit-il doucement. Je serai absent une grande partie de la matinée. » Madame Suzanne hocha la tête, le regardant avec un air entendu alors qu'il s'éloignait, son visage empreint de calcul. Elle avait vu Percy agir de cette manière de nombreuses fois, testant toujours, tendant des pièges pour voir si les gens tomberaient. Elle se demandait souvent s'il comprenait à quel point sa méfiance affectait les autres, mais elle gardait ses pensées pour elle. Geneviève arriva peu après, prête pour une autre longue journée de travail. Elle salua tranquillement Madame Suzanne et rassembla ses fournitures, essayant de se souvenir des détails des instructions de la veille. La liste d'aujourd'hui comprenait les principaux espaces de vie, le grand escalier, enfin, le bureau privé de Percy, une pièce qu'on lui avait dit de nettoyer méticuleusement, mais avec soin. Le manoir était silencieux alors qu'elle passait de pièce en pièce, époussetant les meubles, polissant les miroirs et redressant soigneusement chaque objet qu'elle croisait. Ses pensées dérivaient parfois vers sa mère et les récentes visites chez le médecin. Les factures médicales croissantes pesaient lourdement sur son esprit, et même si ce travail payait bien, il ne faisait qu'une petite entaille dans les dépenses. Elle repoussa ses pensées, se concentrant sur ses tâches. Enfin, elle atteignit le bureau de Percy. La porte était entr'ouverte, comme la veille au soir, et elle hésita, une étrange sensation picotant sa peau. Elle ne savait pas si elle était censée entrer, mais Madame Suzanne l'avait clairement inclus sur sa liste de tâches. Elle frappa doucement, puis poussa la porte plus grand et entra. La pièce était encore plus grandiose qu'elle ne l'avait imaginé. De haut plafond, des murs tapissés d'étagères remplies de livres reliés en cuir, et un grand bureau en acajou jonché de papier, tous disposés avec un soin méticuleux. Puis, dans le coin, elle le vit, le coffre-fort, sa porte légèrement ouverte, l'invitant presque. Son rythme cardiaque s'accéléra en le remarquant. Elle n'était pas venue pour voler, pas du tout, mais quelque chose à propos de ce coffre-fort ouvert la déstabilisa. Cela ne ressemblait pas à une négligence, c'était délibéré, comme si quelqu'un l'avait laissé ouvert pour la tester. Avec une profonde inspiration, elle se détourna du coffre-fort et se concentra sur son travail. Elle se déplaça rapidement, essuyant la poussière du bureau, alignant les stylos et rangeant les papiers éparpillés sur la surface. Sa main frôla le bord d'une photographie encadrée, et elle se figea. La photo était celle d'une femme, élégamment vêtue, son visage encadré de boucles lâches et ses yeux exprimant une joie douce. Le souffle de Geneviève se coupa alors qu'un sentiment soudain et intense la submergea. La femme ressemblait tellement à sa mère quand elle était plus jeune. Sans s'en rendre compte, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle ne savait pas pourquoi la vue du visage de cet inconnu suscitait une telle émotion, mais le sentiment était accablant. Soigneusement, elle reposa la photo sur le bureau, ses doigts s'attardant un instant. Pendant ce temps, Percy, qui regardait depuis un écran distant, fut décontenancé.
Il s'attendait à la surprendre en train de fouiner, peut-être même à ouvrir le coffre-fort si sa curiosité prenait le dessus. Mais il n'avait pas anticipé cela. Il se pencha plus près de l'écran, son expression se durcissant alors qu'il la regardait saisir le cadre, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi Geneviève réagirait-elle de cette façon à une simple photo? Se demanda-t-il, troublé. La femme sur la photographie était Benita, un nom que Percy n'avait pas prononcé depuis des années. Elle avait été son premier et unique amour, une femme qui avait quitté sa vie il y a longtemps, disparaissant apparemment sans laisser de traces. Voir la réaction de Geneviève à la photo de Benita remua quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Les épaules de Geneviève tremblaient alors qu'elle essuyait ses larmes et reprenait son travail dans le bureau de Percy. Elle était prudente, méthodique, essayant d'enfouir les émotions qui avaient fait surface de manière inattendue. Après avoir terminé ses tâches dans le bureau, elle jeta un dernier regard à la photo de la femme, sa mère Benita, avant de fermer doucement la porte derrière elle. Dans le bureau faiblement éclairé, Percy se renversa dans son fauteuil, les mains jointes, réfléchissant à ce dont il venait d'être témoin. Quel lien Geneviève pouvait-elle bien avoir avec Benita? Sa suspicion était passée de doute sur son honnêteté à quelque chose de beaucoup plus complexe et troublant. Pour la première fois depuis des années, Percy sentit quelque chose percer ses murs de garde, non pas de la suspicion, mais une étrange lueur d'espoir et une émotion qu'il reconnaissait à peine. La journée s'écoula, mais Percy ne pouvait chasser de son esprit l'image du visage de Geneviève strié de larmes. Le souvenir remuait des pensées de son passé avec Benita, la femme avec qui il pensait autrefois passer sa vie avant que la vie ne les sépare. Il s'était dit il y a longtemps que son cœur était fermé, qu'il n'aimerait plus jamais personne. Pourtant, le voilà, hanté par des souvenirs et s'interrogeant sur une femme qu'il n'avait pas vue depuis des décennies, à travers les larmes de sa fille. Ce soir-là, Percy convoqua Madame Suzanne, sa gouvernante, dans son bureau. Elle entra prudemment, sentant son humeur acérée. « Dites-moi tout ce que vous savez sur Geneviève, » dit-il brusquement, sa voix stable mais intense. Madame Suzanne cligna des yeux, surprise. « C'est une fille tranquille, monsieur. Travailleuse. Elle a mentionné la maladie de sa mère et qu'elle a pris ce travail pour couvrir les dépenses. À part ça, je n'en sais pas beaucoup plus. » Percy hocha la tête, bien que sa réponse le satisfasse à peine. Madame Suzanne sentit son troublé, respectant son silence, s'excusa tranquillement. Percy resta assis seul, perdu dans ses pensées, le regard fixé sur la porte fermée. Il confronterait Geneviève demain. Il devait savoir pourquoi elle avait réagi à la photo, pourquoi elle semblait si affectée par l'image de Benita. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il savait qu'il n'allait pas laisser tomber. La nuit était exceptionnellement calme alors que Percy faisait les 100 pas dans son bureau, consumé par le mystère que Geneviève avait apporté dans sa vie. Il ne cessait de revoir son visage strié de larmes alors qu'elle regardait la photo de Benita. Cela perçait des trous dans les murs qu'il avait passé des années à construire pour garder les gens à distance. Percy se laissa tomber dans son fauteuil, fixant le portrait de Benita qu'il gardait sur son bureau. Benita avait été si pleine de vie, si ouverte, et si différente de lui d'une manière qu'il ne s'était jamais permis d'être. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, il était plus de minuit. Il attendrait le matin pour confronter Geneviève. Il devait s'empêcher de tirer des conclusions hâtives, bien que les souvenirs de Benita ne cessaient de s'agiter en lui, ainsi que des questions sur ce qui aurait pu être. Quand le matin arriva, Percy se retrouva debout tôt, inhabituellement agité. Il savait qu'il avait besoin de réponses, même s'il n'était pas sûr de ce qu'il trouverait. Après le petit déjeuner, il attendit dans le bureau, écoutant les bruits de pas alors que Geneviève commençait ses rondes de nettoyage. Aujourd'hui, elle sentait une tension dans l'air, un étrange malaise qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Finalement, Madame Suzanne la conduisit au bureau. Percy était assis à son bureau, la regardant attentivement alors qu'elle hésitait sur le seuil, ses mains serrant les produits de nettoyage. Elle sentit son regard intense et perçut que quelque chose n'allait pas. « Entrez, Geneviève. » dit-il, sa voix stable mais portant une nuance qui laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Geneviève entra, le cœur battant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Oui, monsieur Percy, » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Il fit une pause, laissant le silence s'étirer entre eux. « Hier, je vous ai vu regarder une photo sur mon bureau. La femme sur la photo, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps.
vous avez réagi, et j'ai besoin de savoir pourquoi. Le visage de Geneviève perdit ses couleurs. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait remarqué sa réaction. Un instant, elle pensa à mentir, mais ses émotions étaient trop à vif pour être cachées. Elle prit une profonde inspiration, sa voix à peine un murmure. Cette femme, c'est ma mère. Elle s'appelle Benita. Les yeux de Percy s'écarquillèrent alors qu'un frisson le parcourait. C'était le lien qu'il avait redouté et pourtant espéré. Votre mère, répéta-t-il, luttant pour digérer cette révélation. Comment est-ce possible? Benita et moi, nous avons perdu le contact il y a de nombreuses années. Geneviève hocha la tête, son regard tombant au sol. Elle parlait toujours d'un homme qu'elle aimait, quelqu'un qu'elle a dû quitter parce que sa famille n'approuvait pas. Elle ne m'a jamais tout dit, mais elle parlait de lui comme s'il était le grand amour de sa vie. Percy sentit une douleur dans sa poitrine. Ses parents s'étaient en effet interposés, désapprouvant les origines modestes de Benita. À l'époque, il avait essayé de se battre pour elle, mais la pression de sa famille l'avait épuisé. Il s'était convaincu qu'il valait mieux être seul, que c'était pour le mieux. Pourtant, entendre Geneviève parler de l'amour durable de Benita lui apporta un sentiment de regret accablant. Geneviève, commença-t-il, sa voix adoucie par une douceur inhabituelle, je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais su que Benita avait un enfant. L'expression de Geneviève s'adoucit, bien qu'elle garde un air méfiant. Elle ne vous l'a jamais dit parce que, eh bien, elle n'en a pas eu l'occasion. Après son départ, elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Elle m'a élevé seule, mais elle ne vous a jamais oublié. Le poids de ses paroles s'abattit sur lui comme un lourd nuage, le laissant à peine capable de comprendre la vérité. Toutes ces années, il avait supposé que Benita était passée à autre chose, n'imaginant jamais qu'elle avait élevé son enfant seule. La prise de conscience frappa Percy comme un coup de poing à l'estomac, le laissant sans souffle. Il réussit finalement à demander, sa voix se brisant légèrement, où est-elle maintenant? L'expression de Geneviève s'adoucit alors qu'elle répondait, elle ne va pas bien, monsieur Percy. Ma mère lutte depuis longtemps, et sa santé n'a fait qu'empirer. C'est pourquoi j'ai pris ce travail. J'avais besoin de l'argent pour aider à payer ses traitements. Les mains de Percy se crispèrent, son cœur endolori à la pensée de Benita, la femme qu'il avait autrefois aimée si profondément, souffrant maintenant alors qu'il vivait dans le luxe. Toute la richesse qu'il avait accumulée semblait creuse, dénuée de sens face à cette révélation. Il voulait, non, il devait, la voir, arranger les choses, si c'était encore possible. Geneviève, Il lutta pour trouver les mots justes, sa confiance habituelle vacillant. Je veux aider. J'ai besoin de la voir. Geneviève leva les yeux, surprise. Elle était venue dans ce manoir n'attendant rien de plus qu'un salaire. Maintenant, l'homme qu'elle avait autrefois détesté de loin offrait de réintégrer sa vie et celle de sa mère. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, et malgré tout, une lueur d'espoir naquit en elle. Vous êtes S. ENT pour les énergies propres. La scène était élégante, ornée d'un fond minimaliste vert et or, symbolisant l'innovation et le pouvoir. Camille Thompson, désormais connue professionnellement sous le nom de Camille Harper, se tenait en coulisses, son tailleur pantalon marine parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés en un chignon bas qui dégageait une autorité tranquille. Elle ajusta son oreillette, son cœur stable malgré le poids du moment. Denise Wells, son mentor, se tenait à ses côtés, faisant défiler son téléphone. « Tu vois ça » murmura Denise, montrant à Camille un titre du Atlanta Journal-Constitution. La femme mystérieuse du bal du gouverneur nommé responsable des relations publiques pour l'initiative présidentielle. Tu n'es pas seulement en tendance, tu es un mouvement. Les lèvres de Camille formèrent un petit sourire. Bien. Continuons comme ça. L'animateur de l'événement, un présentateur de nouvelles locales au sourire éclatant, monta sur scène. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la femme derrière la vision de cette initiative révolutionnaire, Camille Harper, PDG de Phoenix Rising PR. La foule éclata en applaudissements alors que Camille entrait sous les projecteurs, ses talons claquant avec confiance sur le sol poli. Les flashs crépitèrent, et elle leva la main, sa présence imposant le silence. Merci. Commença-t-elle, sa voix claire et résonnante. Je suis honoré de diriger la stratégie de relations publiques pour l'initiative pour les énergies propres du président. Ce projet ne concerne pas seulement l'innovation, il s'agit d'héritage, de construire un avenir où chaque communauté prospère.
Je suis ici pour m'assurer que cette histoire est racontée. La salle était suspendue à ces paroles, les journalistes griffonnant furieusement. À l'autre bout de la ville, Marcus était assis dans son bureau, son téléphone bourdonnant de notifications. Il ouvrit une application de nouvelles, et là, c'était Camille, radieuse et intouchable, son nom en gras. Sa mâchoire se serra en lisant le sous-titre « Une ancienne organisatrice d'événements revient au pouvoir dans les cercles d'élite d'Atlanta ». Son téléphone lui glissa des mains, tombant bruyamment sur le bureau. 2 emails suivirent, des annulations de clients majeurs invoquant des préoccupations de réputation. Le scandale de sa liaison, amplifié par le triomphe public de Camille, lui coûtait cher. De retour au Fox Theatre, Camille répondait aux questions avec aisance. Une journaliste d'Essence se leva. « Madame Harper, votre retour est inspirant. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir sous les projecteurs ?» Camille fit une pause, ses yeux balayant la salle. « J'ai passé des années à construire les histoires des autres, dit-elle. Mais j'ai oublié la mienne. Ceci, c'est moi me souvenant de qui je suis, et m'assurant que personne d'autre ne l'oublie. » La foule applaudit, et Denise, en coulisses, murmura à un assistant, « C'est ma fille. » Marcus, regardant le direct, sentit sa poitrine se serrer. Il composa le numéro de Crystal, mais elle ne répondit pas. Il était seul, et le poids de ses pertes commençait à se faire sentir. Le condo de Crystal à Midtown était un sanctuaire dédié à son statut d'influenceuse. Enseigne au néon, meubles en miroir et un mur à selfies tapissé de photos d'elle en robe de créateur. Mais ce soir, l'ambiance était différente. Elle était assise en tailleur sur son canapé en velours, son téléphone à la main, faisant défiler les débris de sa présence en ligne. Son dernier TikTok, une vague diatribe sur les « faux hommes aux promesses brisées », était devenu viral pour toutes les mauvaises raisons. Les commentaires affluaient. « Est-ce que ça parle de Marcus Thompson ? Ma belle, tu ne savais pas qu'il était marié ? Sa femme a tout déchiré au bal du gouverneur. » Crystal jeta son téléphone sur la table basse, ses ongles rouges claquant de frustration. Marcus se tenait dans son salon, faisant les 100 pas, sa cravate desserrée et son visage hagard. « Tu n'avais pas à poster cette vidéo, lança-t-il. Tu ne fais qu'empirer les choses pour nous deux. » Elle rit, un rire sec et amer. « Pire pour toi, Marcus. Ce n'est pas moi qui ai menti sur le fait d'être séparés. Tu as dit que Camille était hors jeu, qu'elle n'était personne. Maintenant, elle ferait avec le président, et moi, je suis un mème. » Marcus se passa une main sur le visage. « Je ne savais pas qu'elle ferait ça. » Elle était silencieuse. Toujours en arrière-plan. Crystal se leva, son peignoir de soie bruissant alors qu'elle croisait les bras. Silencieuse ? Cette femme est entrée au bal du gouverneur comme si elle en était la propriétaire. Elle n'est pas un bruit de fond, Marcus. C'est une véritable symphonie. Et tu t'es fait avoir. Il s'approcha, sa voix basse. Tu n'es pas exactement innocente ici, Crystal. Tu voulais le buzz, les sacs, les voyages. Tu te fichais de mon mariage. Ses yeux brillèrent. Ne me mets pas ça sur le dos. C'est toi qui m'as poursuivi. C'est toi qui as acheté le Chanel, réservé les hôtels. Je pensais que tu étais un roi. Il s'avère que tu n'es qu'un imbécile. Marcus tressaillit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Crystal vibra. Elle y jeta un coup d'œil, un message privé d'une influenceuse rivale lui proposant une collaboration. Son expression s'adoucit. Calculatrice. Tu sais quoi ? Dit-elle en se retournant vers lui. J'en ai fini. Tu n'es plus un atout de pouvoir. Tu es un passif. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Sors, Marcus. Et ne m'appelle pas quand tu seras en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Il resta figé, puis attrapa sa veste et sortit en trombe, la porte claquant derrière lui. Crystal se laissa retomber sur le canapé, ses doigts planant au-dessus de son téléphone. Elle tapa une nouvelle légende TikTok. Nouveau chapitre, nouvelle ambiance. Appel suivant. Elle appuya sur « Publier ». Ses lèvres formant un sourire narquois. Marcus appartenait à son passé. Les projecteurs étaient son avenir. Le studio de « Good Morning Atlanta » était lumineux et moderne, avec des fenêtres du sol au plafond encadrant la silhouette de la ville. Camille était assise dans un fauteuil moelleux,
son blazer crème et sa jupe émeraude étant un clin d'œil à son nouveau statut d'icône de style. L'animatrice, Maya Johnson, une journaliste chevronnée au sourire chaleureux et aux questions pertinentes, se pencha en avant. Camille Harper, vous êtes devenue l'histoire de Cendrillon d'Atlanta. Inconnu un jour, un nom national le lendemain. Comment vous sentez-vous? Camille sourit, son aplomb inébranlable. C'est une leçon d'humilité, dit-elle. Mais il ne s'agit pas des projecteurs. Il s'agit du travail, de raconter des histoires qui comptent, de donner une voix à ceux qui ont besoin d'être entendus. Le public, un mélange de locaux et d'initiés de l'industrie, murmura son approbation. Maya hocha la tête. Ses yeux brillants de curiosité. Parlons de votre parcours. Vous étiez une organisatrice d'événements de premier plan il y a des années, puis vous vous êtes retirée. Qu'est-ce qui vous a ramené? Les doigts de Camille se resserrèrent légèrement sur son fauteuil, mais sa voix resta stable. La vie a une façon de vous apprendre de quoi vous êtes faite, dit-elle. J'ai passé des années à construire les rêves des autres, mais j'ai perdu de vue les miens. Je suis revenue parce que j'ai réalisé que les femmes, en particulier les femmes noires, oublient qu'elles ont le droit de se choisir. Le public éclata en applaudissements, certains se levant, leurs acclamations résonnant dans le studio. Maya leva la main en souriant. C'est puissant. Vous inspirez beaucoup de femmes. Un conseil pour celles qui cherchent encore leur voix. Camille se pencha en avant, ses yeux fixant une caméra. N'attendez pas la permission. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Entrez dans votre pouvoir, même si ça vous fait peur. Vous serez étonné de ce que vous pouvez faire. La foule rugit à nouveau, et Maya rit, s'éventant. Ouf, je dois prendre des notes. Camille, quelle est la suite pour Phoenix Rising PR? Nous ne faisons que commencer, dit Camille, son sourire radieux. Nous construisons des campagnes qui changent les récits, des énergies propres à l'autonomisation des communautés. Surveillez cet espace. En coulisses, Denise regardait le moniteur, ses yeux brillants. C'est une star, murmura-t-elle à un assistant. Et elle ne fait que s'échauffer. À l'autre bout de la ville, Marcus était assis dans un café, la télévision au-dessus du comptoir diffusant l'interview. Ses mains se crispèrent autour de sa tasse alors que les mots de Camille remplissaient la pièce. Les clients chuchotaient, le regardant, le reconnaissant des tabloïds. Il se leva brusquement, jetant de l'argent sur le comptoir, et sortit, les acclamations de la télévision le hantant. Le bureau de Marcus au centre-ville d'Atlanta n'était que l'ombre de sa gloire passée. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, et l'espace autrefois poli semblait claustrophobe, l'air lourd de son désespoir. Il avait perdu 2 clients majeurs, et les rumeurs de sa liaison empoisonnaient sa réputation. Son avocat, un homme grisonnant nommé Harold Gane, était assis en face de lui, feuilletant un dossier. « Tu es sûr de ça, Marcus ?» demanda Harold, sa voix bourrue. « Poursuivre ta femme pour diffamation est une gageure. Les tabloïds sont salissants, mais ce n'est pas son fait. » Marcus se renversa, la mâchoire serrée. « Elle me ruine, Harold. Elle débarque au bal du gouverneur avec le président, obtient toute cette presse, et soudain, c'est moi le méchant? Elle utilise notre mariage pour grimper, et je ne vais pas me laisser faire. » Harold soupira, ajustant ses lunettes. « Tu as des preuves qu'elle répand des mensonges? » Parce que d'après ce que je vois, elle ne t'a pas mentionné une seule fois. Ce sont les médias qui parlent. Marcus fit glisser un dossier sur le bureau. Regarde ça. Des publications sur les réseaux sociaux, des articles, tous me traitant d'infidèle. Son petit retour alimente tout ça. C'est elle qui orchestre ça. Harold ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les impressions. Il secoua la tête. C'est de la spéculation, pas des preuves. Si tu vas au tribunal avec ça, tu ne feras que laver ton linge sale en public. Marcus frappa du poing sur le bureau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reste assis là à la laisser gagner? Avant qu'Harold ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et l'avocate de Camille, une femme brillante nommée Vanessa Reed, entra, sa mallette à la main. Marcus se figea, ses yeux se plissant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Vanessa sourit, froide et professionnelle. Je vous évite un voyage au tribunal, monsieur Thompson. Elle posa sa mallette sur le bureau et en sortit une clé USB, la faisant glisser vers Harold.
Ceci contient des preuves de l'infidélité et de la mauvaise conduite financière de votre client, y compris des emails, des reçus et des messages. Si vous poursuivez cette action en diffamation, nous contre-attaquerons pour abus émotionnels et financiers. Je vous suggère de reconsidérer votre position. Harold prit la clé USB, son expression sombre. C'est vrai, Marcus? Le visage de Marcus pâlit, mais il força un rire. Elle bluffe. C'est fabriqué. Vanessa haussa un sourcil. Alors, testons ça au tribunal. Mais je vous préviens, le juge n'appréciera pas un homme qui a dépensé des milliers pour sa maîtresse tout en coupant les vivres à sa femme. La main de Marcus tremblait, mais il ne dit rien. Harold se leva, s'adressant à Vanessa. Nous allons examiner cela. Sans promesse. Elle hocha la tête, son sourire inébranlable. Faites-le. Camille a tourné la page, Monsieur Thompson. Je vous suggère de faire de même. Alors que Vanessa partait, Marcus s'enfonça dans son fauteuil, la clé USB le fixant comme une guillotine. Harold secoua la tête. Tu es dans le pétrin, Marcus. Laisse tomber, ou ça t'enterrera. Le Walgreen de Meadow n'était plus calme que d'habitude, les néons projetant une douce lueur sur les allées. Camille poussait un chariot, ses talons noirs claquant doucement, son manteau sur mesure contrastant vivement avec les clients décontractés autour d'elle. Elle s'arrêta au rayon des cosmétiques, ses doigts effleurant le même présentoir de produits en solde qu'elle avait visité des mois auparavant. Cette fois, elle prit un tube de rouge à lèvres rubis, la teinte la plus chère du rayon, et le laissa tomber dans son chariot sans hésitation. La caissière, une jeune femme avec des tresses, leva les yeux et haleta. « Oh mon Dieu, c'est vous. » La dame puissante des nouvelles. Elle montra un magazine sur le comptoir, le visage de Camille en couverture, le titre proclamant « Camille Harper, la nouvelle reine des relations publiques d'Atlanta ». Camille sourit, ses yeux chaleureux. Juste Camille aujourd'hui. La caissière secoua la tête, scannant le rouge à lèvres. Ma belle, vous êtes une inspiration. J'ai vu votre interview sur Good Morning Atlanta. Vous pensiez vraiment ce que vous avez dit sur le fait de se choisir soi-même? Chaque mot, dit Camille en tendant sa carte. Vous devriez essayer un jour. La caissière sourit, mettant le rouge à lèvres dans un sac. Oh, j'y pense. Continuez de briller, Madame Camille. Camille quitta le magasin, la silhouette d'Atlanta s'étendant devant elle alors qu'elle montait dans sa Mercedes noire. La radio jouait un morceau soul de Gil Scott, et elle augmenta le volume, ses doigts tapotant le volant. Elle jeta un coup d'œil au magazine sur le siège passager, son propre visage la fixant, confiant et incassable. Elle n'était plus la femme qui avait caché du maquillage en solde sous ses courses, qui était restée seule au barbecue de famille, qui avait attendu un mari qui ne rentrait jamais. Cette femme était partie. Son téléphone vibra, un texto de Denise. Réunion avec l'équipe du gouverneur demain. Ils te veulent pour leur prochaine campagne. Partante? Camille tapa en retour, complètement partante. Elle quitta le parking, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. C'était son retour aux sources, pas seulement un retour, mais une renaissance. Marcus, Crystal, la douleur, ils n'étaient plus que des ombres, s'estompant dans son rétroviseur. Elle était Camille Harper, et elle ne faisait que commencer. Le soleil d'Atlanta jetait une lueur dorée sur Peachtree Street, où un bâtiment élégant et moderne se dressait fièrement, sa façade en verre reflétant la ville animée. Une foule s'était rassemblée à l'extérieur, leurs murmures s'élevant alors qu'un ruban s'étendait à travers l'entrée, prêt à être coupé. Le panneau au-dessus indiquait « Le Centre Thompson pour les femmes en transition », ses lettres audacieuses et sans concession. Camille Harper, vêtue d'une robe vert émeraude sur mesure qui épousait ses courbes, se tenait au pupitre. Sa présence commandant l'attention des journalistes, des leaders communautaires et des femmes dont les visages reflétaient son propre parcours, résiliente, mais meurtrie. À l'intérieur, le centre bourdonnait d'un but. Des espaces de coworking avec des bureaux élégants, des salles de thérapie avec un éclairage doux, et des salles de classe pour des ateliers d'éducation financière. Camille avait investi ses économies et son âme dans cet espace, un havre pour les femmes fuyant des mariages toxiques, des emplois sans issue, ou le poids de l'invisibilité. Aujourd'hui, c'était l'inauguration, et l'air crépitait de possibilités. Camille ajusta le microphone, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Merci à tous d'être ici, commença-t-elle, sa voix stable mais chaleureuse.
Le centre Thomson n'est pas juste un bâtiment. C'est une promesse. Une promesse à chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était pas assez, qui a été réduite au silence, qui a été laissée pour compte. Ici, vous trouverez des outils, du soutien et une communauté pour reconstruire votre vie. C'est votre espace pour vous élever. La foule éclata en applaudissements, certaines femmes essuyant des larmes, d'autres hochant la tête avec ferveur. Un journaliste de l'Atlanta Voice leva la main. Madame Harper, qu'est-ce qui a inspiré ce centre? C'est une démarche audacieuse, même pour quelqu'un avec votre profil. Camille sourit, ses yeux balayant les visages devant elle. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, dit-elle, de tout donner à quelqu'un qui ne donne rien en retour. J'ai construit cela pour les femmes qui sont là où j'étais, prêtes à reprendre leur pouvoir mais ayant besoin d'une main à tenir. Ceci est ma main, tendue. Une femme dans la foule, ses cheveux en nattes soignés, s'écria. Vous nous donnez de l'espoir, Madame Camille. La foule applaudit à nouveau, et le cœur de Camille se gonfla. Elle coupa le ruban, le tissu rouge tombant comme un rideau sur son passé. À l'intérieur, elle fit visiter à un petit groupe de donateurs, dont Denise Wells, qui rayonnait de fierté. Tu l'as fait, murmura Denise en lui serrant le bras. C'est plus grand que les relations publiques. C'est un héritage. Camille hocha la tête, sa voix douce. Ce n'est que le début. Alors que l'événement touchait à sa fin, une jeune femme s'approcha, ses yeux hésitants mais déterminés. Je vous ai vu sur Good Morning Atlanta, dit-elle. Je quitte mon mari.